Physique-chimie au brevet 2021 Métropole. Les démarches engagées et les essais même non aboutis seront pris en compte. Le réchauffement climatique est la principale cause de la fonte et de la régression des glaciers de montagne dans le monde. Les causes de la fonte des glaciers. L'augmentation de la température de l'air est responsable d'une fonte plus importante des glaciers de montagne. Cette augmentation de la température est liée à l'excédent de gaz à effet de serre, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane, etc., libérés dans l'atmosphère par les activités humaines. Les chercheurs estiment que le manteau neigeux naturel des Alpes pourrait diminuer de 70% d'ici la fin du siècle si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent à l'identique. Un deuxième phénomène responsable de la fonte des glaciers de montagne est la diminution des précipitations. En effet, les apports en neige de l'hiver ne compensent plus la fonte naturelle des glaciers l'été. Question 1. En vous appuyant sur l'introduction, citez deux causes essentielles responsables de la fonte des glaciers de montagne. D'après le texte, l'augmentation de la température de l'air et la diminution des précipitations sont responsables de la fonte des glaciers de montagne. L'augmentation de la température de l'air et la diminution des précipitations sont deux causes essentielles responsables de la fonte des glaciers. Donnez le nom et le nombre des atomes présents dans la molécule de méthane. La formule de la molécule de méthane est CH4. Elle est donc constituée de 4 atomes d'hydrogène et d'un atome de carbone. La formule de la molécule de méthane est CH4. La molécule est constituée de 4 atomes d'hydrogène H et d'un atome de carbone C. Le méthane, constituant principal du gaz naturel et du biogaz, intervient aussi en tant que réactif dans les combustions servant aux activités humaines. On obtient du dioxyde de carbone et de l'eau à l'issue d'une combustion complète. Choisir parmi les équations chimiques suivantes celle qui modélise la combustion complète du méthane. Justifier ce choix. Alors, le méthane constitue un réactif, c'est une espèce qui va réagir, qui va se transformer. Les réactifs doivent être situés à gauche de la flèche. Ici, dans les trois équations, le méthane de formule CH4 est bien indiqué à gauche de la flèche. Il s'agit d'une combustion, donc le deuxième réactif est le dioxygène de formule O2. Là encore, il apparaît bien à gauche de la flèche. Par contre, lors d'une combustion complète, les produits de la transformation sont le dioxyde de carbone de formule CO2 et l'eau de formule H2O. Nous pouvons déjà éliminer la première équation puisque l'eau ne figure pas parmi les produits de la réaction. En ce qui concerne les deux équations restantes, il nous faut vérifier la conservation de l'élément chimique. Dans la deuxième équation, nous allons vérifier la conservation de l'élément chimique. À gauche de la flèche du côté des réactifs, on a un atome de carbone. Par contre, à droite, dans la molécule de dioxyde de carbone, il y a un atome de carbone. Or, il y a deux molécules de dioxyde de carbone, donc on se retrouve avec deux atomes de carbone. On a un atome de carbone du côté des réactifs, deux atomes de carbone du côté des produits. Il n'y a donc pas conservation de l'élément chimique dans cette équation que l'on va éliminer. Dans la troisième équation, vérifions la conservation de chaque élément chimique. Du côté des réactifs, nous avons bien un atome de carbone, du côté des produits, un atome de carbone. Du côté des réactifs, nous avons 4 atomes d'hydrogène. Du côté des produits, nous avons 2 atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. Or, nous avons 2 molécules d'eau, ce qui fait 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène du côté des produits, autant que du côté des réactifs. Passons à la conservation de l'élément oxygène. Du côté des réactifs, dans la molécule de dioxygène, nous avons 2 atomes d'oxygène. Or, il y a 2 molécules de dioxygène. On se retrouve donc avec 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène du côté des réactifs. Du côté des produits, on a 2 atomes d'oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone et
un atome d'oxygène dans la molécule d'eau, sauf que nous avons deux molécules d'eau, ce qui fait deux atomes d'oxygène dans les deux molécules d'eau. Ainsi, du côté des produits, on a 2 plus 2 fois 1, 4 atomes d'oxygène. Autant que du côté des réactifs. L'équation chimique qui modélise la combustion complète du méthane est la numéro 3. Les réactifs étant le méthane et le dioxygène, les produits étant le dioxyde de carbone et l'eau, on peut éliminer la première équation. On peut également éliminer la deuxième équation, car l'élément carbone n'est pas conservé. Il y a un atome de carbone du côté des réactifs et 2 atomes de carbone du côté des produits. La troisième équation vérifie la conservation des éléments chimiques. Elle correspond bien à la combustion complète du méthane. Fonte des glaciers de montagne et hydroélectricité. Les eaux de fonte des glaciers contribuent à alimenter les lacs de retenue et participent au fonctionnement de centrales hydroélectriques, dont le schéma de principe est donné ci-dessous. Nous avons un lac de retenue, un barrage, une conduite forcée, l'eau qui s'écoule du lac de retenue dans la conduite forcée va entraîner une turbine qui va entraîner un alternateur. Cet alternateur va produire de l'électricité à l'aide d'un transformateur. On élève la tension électrique afin que l'énergie électrique soit transportée dans les lignes à haute tension. Citez la forme d'énergie emmagasinée au niveau du lac de retenue parmi les suivantes: énergie nucléaire, énergie cinétique, énergie potentielle, énergie chimique, énergie thermique. L'eau est retenue dans un lac en hauteur avant d'être utilisée plus bas pour faire tourner une turbine. L'énergie emmagasinée par l'eau retenue en hauteur est de l'énergie potentielle. On considère l'alternateur de la centrale hydroélectrique. Sur le diagramme de conversion d'énergie, affectez à chaque numéro une forme d'énergie en choisissant parmi énergie électrique, énergie chimique, énergie cinétique, énergie lumineuse, énergie thermique. La turbine actionnée par l'eau qui descend dans la conduite forcée va se mettre en rotation et entraîner avec elle l'alternateur. L'alternateur reçoit donc une énergie cinétique. Cette énergie cinétique est convertie en énergie électrique, qui est l'énergie utile, et une partie de l'énergie cinétique est convertie en énergie thermique qui sera perdue. Évolution au cours du temps de l'épaisseur en un point de la mer de glace. La mer de glace est un glacier de la montagne des Alpes. En ordonnée, nous avons l'épaisseur du glacier en mètres, en abscisse, l'année. À l'aide du document ci-dessus, on montre que la diminution de l'épaisseur du glacier entre les années 1990 et 2000 est de 4 mètres. Déterminer la diminution de l'épaisseur du glacier entre les années 2000 et 2010. Nous allons relever l'épaisseur du glacier en 2000 et 2010 sur le graphique. En 2000, l'épaisseur du glacier est de 340 mètres. En 2010, l'épaisseur du glacier est de 324 mètres. Par lecture graphique, l'épaisseur du glacier est passée de 340 mètres en 2000 à 324 mètres en 2010. Elle a diminué de 340 moins 324, c'est-à-dire 16 mètres. Comparez les deux diminutions obtenues pour une durée de 10 ans, puis commentez. Quelle hypothèse peut-on formuler à propos du réchauffement climatique? Pour la période 2000-2010, la diminution de l'épaisseur du glacier a été multipliée par 4 par rapport à la période 1990-2000. Au cours de la période 2000-2010,
La diminution de l'épaisseur du glacier a été multipliée par 4 par rapport à la période 1990-2000. La durée étant la même, on peut considérer que le réchauffement climatique s'est accentué. Vitesse d'écoulement de la glace de la mer de glace dans les Alpes. Un glacier de montagne n'est pas immobile. Une fois la glace formée, elle s'écoule lentement vers l'avant de la pente, comme un fleuve. Une première estimation de la vitesse d'écoulement de la mer de glace a été établie il y a déjà presque 2 siècles. Une échelle abandonnée par le physicien alpiniste Horace Bénédict de Saussure en 1788 a été retrouvée 4370 mètres en aval en 1832. Établir le raisonnement permettant de calculer la vitesse d'écoulement de la glace de la mer de glace, effectuer le calcul et exprimer le résultat en mètres par an. L'échelle abandonnée par le physicien alpiniste Horace Bénédict a parcouru une distance de 4370 mètres. L'échelle étant solidaire de la mer de glace, on peut supposer que la mer de glace a parcouru une distance de 4370 mètres entre 1788 et 1832. 1832 moins 1788, ça nous fait 12 plus 32, 44 ans. En 44 ans, la mer de glace a parcouru 4370 mètres. Une durée T égale à 1832 moins 1788, c'est-à-dire 44 ans. La mer de glace a parcouru une distance petit d égale à 4370 mètres. On peut donc estimer la vitesse d'écoulement de la glace à 2 points. V égale distance sur durée égale 4370 sur 44. On trouvera à peu près 100 mètres par an. 4370 divisé par 44, ça nous donne 99,3 mètres par an. On peut donc estimer la vitesse d'écoulement de la glace de la mer de glace à 99,3 mètres par an.